C'est de l'histoire ancienne, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. Saviez-vous que c'est ici à Saint-Blaise qu'est né le premier collège de famille franco-protestante? Que cet institut, fondé en 1840, a existé pendant 127 ans et que l'endroit a connu une vocation étonnante durant la Deuxième Guerre mondiale? Non? Alors partons à la découverte de l'Institut Feller. Tout a commencé avec l'arrivée de Henriette Feller et Louis Roussy dans la région en 1836. Ces deux compatriotes suisses ne formaient pas un couple. Lui est colporteur de Bible. Il sillonne la région à cheval et fait du porte-à-porte. Elle est enseignante et propose des cours gratuits aux intéressés, petits ou grands. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ils sont protestants. Ils feront vite face à l'opposition du clergé. En effet, à l'époque, un Canadien français qui n'est pas catholique est perçu comme une menace à l'ordre établi. Heureusement, Henriette et Louis peuvent compter sur des alliés. Jean-Baptiste Lévesque, son épouse Isabelle Laure et sa belle-mère Marie Lafaille. Ceux-ci sont installés à Saint-Blaise depuis 1820. Ils transformeront donc une salle ouverte dans leur maison en classe le jour pour l'enseignement de Mme Feller et en salle de réunion le soir. Louis Roussy, quant à lui, s'est établi à l'Acadie. Il se déplacera donc pour donner des études bibliques dans la salle ouverte. Ils l'ignorent encore, mais ils sont à jeter les bases de l'Institut Feller. Environ 6 mois plus tard, on retrouve 43 personnes dans cette nouvelle communauté franco-protestante que le curé de Saint-Valentin appelle les hérétiques. Des assemblées sont tenues régulièrement dans la maison de Jean-Baptiste Lévesque jusqu'en 1840, année où l'on construit un premier bâtiment qui servira d'école, d'église et de logement. C'est une petite cité qui prend vie au cours de ces années. Il y a une dizaine de résidences pour les professeurs et le personnel, une ferme de plus de 250 acres, un magasin général avec des pompes à essence, un cimetière, même des infrastructures hygiéniques. Comme l'accès aux études supérieures est difficile pour les franco-protestants, en 1910, le collège devient bilingue pour faciliter l'entrée de ses finissants à l'université McGill, qui se dit protestante sans être soumise à une direction ecclésiastique. Aucune autre université ne voudra les accueillir tant qu'elles ne seront pas devenues laïques. En 1943, l'armée canadienne réquisitionne l'Institut en plein milieu du conflit mondial. Whiz! En quoi l'armée transformera-t-elle l'Institut? A. En camp d'entraînement pour les soldats qui doivent partir au front. B. En laboratoire secret de guerre bactériologique. Pouit, pouit. Ou C. En camp de détention pour prisonniers de guerre. La réponse est C. L'Institut servira à détenir des prisonniers de guerre allemands dans ce qu'on appelle le camp 44. On y accueille surtout des officiers haut gradés puisque le collège répond aux normes de confort établies dans la Convention de Genève. Pour ce faire, on disperse les élèves de l'Institut, on dresse des barbelés, des tours de guet, on organise la sécurité et, pendant quelques années, la communauté côtoie l'ennemi sur son propre territoire. Il y aura plus de 1500 détenus et en 1944, jusqu'à 750 en même temps. Le dernier prisonnier quitte le camp 44 en avril 1946. L'Institut ne reprendra ses services qu'en septembre 1948. Si vous souhaitez en découvrir davantage, rendez-vous à la place Grande Ligne et à la place Feller sur la rue principale à Saint-Blaise-sur-Richelieu.